Bonjour à toutes et à tous. Donc, si vous pouvez juste me confirmer si vous m'entendez très bien sur le chat en me disant oui. Parfait, parfait. D'accord. Donc, je me présente en premier. Donc, je suis Hajar, la responsable marketing au sein de Adria Business Technology. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce troisième épisode de la série webinaire organisée en collaboration avec notre grand professeur, Monsieur Mohamed Bousfi, que vous connaissez certainement. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Adria, donc Adria, c'est une entreprise marocaine spécialisée dans l'édition et l'intégration des logiciels destinés aux banques et institutions financières. Donc, c'est un expert du digital banking. Donc, nous avons une panoplie de solutions innovantes, à savoir le cash management, la signature électronique, le wallet, le trade, et plein d'autres solutions basées sur l'intelligence artificielle, justement. Et voilà, d'autres services que je vous laisse découvrir sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Donc, pour nos références, nous travaillons principalement avec des banques euh, qui sont ici en Maroc et à l'étranger. Donc, voilà, donc, en Afrique et en Europe. Et en termes de technologie, nous travaillons principalement avec euh, Java J2E, Spring et React. Donc, pour le mobile, nous travaillons principalement euh, avec Swift iOS, Android Java et Flutter. Donc, avant de passer à la présentation du webinaire, donc je tiens en premier lieu à remercier notre grand professeur, notre grand chercheur et consultant en ingénierie logicielle, M. Youssef Mohamed, d'avoir accepté de partager son savoir-faire et son expertise avec les professionnels et les étudiants. Donc, j'espère que cette session vous sera utile et sera utile pour toutes les personnes qui souhaitent justement approfondir un peu leurs connaissances dans ce domaine. Et voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions à la fin du webinaire. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire dans le lien qu'on a mentionné sur notre page LinkedIn. Ça nous permet de recueillir toutes les informations pour vous tenir au courant de toute nouveauté par rapport à nos webinaires, parce que ce ne sera pas le dernier webinaire, bien sûr. Donc, il y aura certainement d'autres webinaires. Et cela en fonction de vos demandes, des thèmes choisis. Donc, on sera justement en contact avec vous sur notre page LinkedIn pour apprendre un peu plus sur vos besoins. Et puis voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous sera utile. Monsieur Lucie, Oui, c'est à vous. Et merci encore une fois d'avoir merci. accepté de participer à notre série de webinaires. Merci beaucoup, Hajar. Avec grand Donc, plaisir. voilà, je vais partager mon écran et je vais commencer. D'accord. Alors, si vous pouvez, Hajar, Tout de suite. donner D'accord. les droits. Oui, tout de suite. Vous m'avez D'accord. prévu de mes droits, de partage et de tout, voilà. Merci. Bien, alors bonsoir tout le monde. Donc, je suis très content et très ravi de partager avec vous ces moments. Alors, en fait, je vous rappelle juste, je remercie d'abord Hajar, je remercie tout le staff de Adria, qui ont organisé cette série de webinaires. Alors, je vous rappelle que en fait, c'est une série, on est sur la troisième épisode. Et donc, pour moi, c'est toujours le plaisir qu'il s'agit de partager avec en fait la communauté, aussi bien les étudiants, en fait, les professionnels. Donc, je pense que la thématique sur laquelle nous travaillons mérite un peu plus c'est-à-dire d'épisodes. C'est une thématique qui est très intéressante. Alors, l'objectif, comme vous le voyez dans le titre, c'est de continuer
sur les architectures de haute performance basées sur les microservices et particulièrement en utilisant donc l'architecture Event-Driven Architecture, notamment les architectures pilotées par les événements et bien sûr en utilisant les deux patterns qui sont actuellement très courtisés dans les architectures d'application d'entreprise, notamment CQRS, Event Sourcing, et avec le stack technologique Spring Cloud, Spring Boot, Spring Cloud, et également Axon Framework que j'ai déjà le plaisir de présenter la dernière fois. Donc, cette fois-ci, donc, on va un petit peu rentrer un peu, on va dire, dans les détails et on va s'intéresser à un exemple d'application que j'ai choisi pour vous. Donc, en fait, c'est un exemple que j'ai déjà l'occasion sur lequel j'ai déjà travaillé et avec en fait les étudiants. Et justement, je pense que même ces étudiants qui sont maintenant en stage projet de fin d'études, ils sont toujours en train de suivre c'est-à-dire ce webinaire, parce qu'ils veulent toujours savoir un peu, on va dire, la solution de l'architecture et la suite du projet. Alors, c'est une grande application, en fait, c'est-à-dire c'est une application qui demande un peu plus de temps pour la développer. Donc, ce qui fait, bon, comme d'habitude, donc je vais revenir sur l'architecture, sur les concepts de base, et je vais vous montrer un peu en fait comment on va développer donc une telle architecture, on va dire from scratch. Mais la suite, c'est-à-dire le détail de toute l'application. D'abord, le code, je vais le partager sur GitHub, donc parce qu'en fait, ça, vous pouvez le consulter. Mais en même temps, je vais continuer donc en fait à produire, à enregistrer donc ces vidéos donc jusqu'à la fin. Et comme ça, donc, je vous donnerai une idée sur pratiquement les éléments critiques qu'il faudrait maîtriser, notamment dans la mise en place d'une architecture distribuée basée sur les microservices. Alors, donc, bon, le thème, c'est les microservices. Donc, je vous rappelle, donc là, j'avais déjà présenté ça, donc je ne vais pas trop tarder là-dessus. En fait, l'architecture microservice, donc, c'est une architecture qui consiste à découper une grande application en un ensemble de domaines. Et pour chaque domaine, on crée une petite application. Et du coup, donc, on va se retrouver dans une architecture qui est distribuée, c'est-à-dire avec plusieurs applications. Chaque domaine, métier de l'application, on va créer ce qu'on appelle un microservice qui est complètement une application indépendante. Et donc, on a le domaine A, le domaine B, le domaine C. Et après, par la suite, en principe, chaque microservice dispose de sa propre base de données, idéalement. Et quand vous commencez à distribuer les microservices, donc, il y a des challenges, notamment, qu'il faudrait relever en termes d'architecture. Et particulièrement, donc, il y a des challenges qui sont résolus facilement, notamment avec l'apport de Spring Cloud, parce qu'en fait, on a besoin de passer via une gateway. Donc, il faudrait mettre en place une gateway qui permet de centraliser l'accès à l'ensemble des microservices. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Et en même temps, on a besoin d'utiliser donc des services Spring Cloud, notamment comme Discovery Service, notamment pour enregistrer donc la localisation de chaque microservice. Donc, c'est le naming service si vous voulez. Et en même temps, il faut centraliser la configuration. Alors, tous ces services-là, donc, en utilisant un service de configuration. Donc, ça, c'est des services techniques. C'est pas compliqué, c'est des choses depuis très longtemps d'ailleurs, pas très longtemps, mais depuis longtemps, qu'avec Spring Cloud, on peut facilement mettre ces services-là. Et d'ailleurs, dans la démonstration, donc, je vais revenir sur ces services parce que ils sont quasi présents, pratiquement, ils sont toujours présents dans une architecture microservice. Alors, donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais après, les challenges, les problèmes vont commencer, les challenges donc, vont commencer à se faire ressentir. Alors, d'abord, ça concerne la communication entre les microservices. Alors, vous avez plusieurs microservices indépendants, mais ces microservices ont besoin d'échanger des données. Donc, chaque microservice a besoin de s'appuyer sur le microservice d'un domaine, on va dire frontière. Et du coup, donc, on va penser à régler le problème de communication. Alors, dans les modèles de communication, en fait, le plus simple, c'est de commencer avec un modèle de communication basé sur REST.
Alors, dans le stack Spring, Spring Cloud, donc il y a REST Template, il y a OpenFINE. Donc, ça, c'est des solutions qui sont très simples à mettre en place. Donc, j'ai déjà présenté ça. Bon, avec ces solutions, on peut bien faire communiquer les microservices, donc sans problème, avec moins de code, avec parfois, c'est-à-dire d'une manière déclarative, sans parfois même programmer en fait le code des interactions entre les microservices. Et donc, à ce niveau-là, jusque-là, il n'y a pas de problème. Et sauf que quand vous utilisez une communication synchrone, vous allez quand même avoir, si vous êtes dans ce genre d'architecture, vous allez voir qu'en principe, il y a une dépendance entre les microservices qui est en quelque sorte, l'interaction entre les microservices peut handicaper les performances de votre application. Alors, comment? Alors, généralement, vous avez un service A, un service B. Et, bon, généralement, quand un service A fait appel à un service B sous forme c'est-à-dire d'une communication REST, donc on peut se retrouver parfois dans un pipeline d'interaction REST entre les microservices et bien sûr les performances d'un microservice ou bien l'indisponibilité d'un microservice donc peut carrément c'est-à-dire arrêter c'est-à-dire l'application, c'est-à-dire peut rendre indisponibles les autres microservices. Donc il y a une dépendance qui fait que les performances d'un microservice peuvent impacter les performances d'un autre microservice. Bon, on peut le voir dans ce schéma-là. Donc, vous avez deux microservices. Donc, généralement, le service A qui reçoit une requête, par exemple, externe, pour solliciter donc la couche, le service. Alors, généralement, on a besoin de communiquer avec la base de données locale. Donc, avec le stack Spring, vous l'utilisez déjà, donc c'est Spring Data pour communiquer avec la base de données. Ça, c'est des choses classiques. On récupère des données. Et ensuite, on a besoin de faire des traitements. Et après, pour faire des traitements, on a besoin de communiquer avec un autre microservice. Donc, ce qui fait qu'on peut, par exemple, utiliser OpenFINE pour permettre de communiquer d'une manière REST avec l'autre microservice. Ben, lui-même, donc, il va exécuter ces traitements pour récupérer ces données à partir de son système et il va donner une réponse. Donc, ici, déjà, on voit ici, il y a une communication, une interaction entre les microservices. Il y a une latence réseau. Alors, ici, donc, la communication, les performances, bien sûr, de cette communication-là vont impacter forcément les performances de la réponse. Donc, c'est-à-dire que le client, il attend toujours la réponse. Après, par la suite, on récupère ces données, on fait les traitements et on va rendre le résultat. Et vous voyez donc au niveau du service, c'est-à-dire de la logique applicative, la logique métier du service, donc on a une latence. Et après, cette latence-là, elle peut se propager donc vers la réponse du client. Ben, Illico, donc ici, ça c'est une architecture qui marche bien. Donc, j'ai déjà l'occasion en fait, de parler de cette architecture, comment l'implémenter. Et c'est une architecture qui est relativement simple, qu'on peut mettre en place, mais en termes de performance, donc on peut commencer déjà à voir le problème des interactions entre les microservices et donc ce qui peut impacter les performances du microservice. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, alors quand vous êtes dans une architecture, par exemple, ici, vous avez une architecture basée sur trois microservices, A, B, C. Alors forcément, l'une des caractéristiques des architectures microservices, c'est la scalabilité. Donc, ce qui fait que forcément, les instances, c'est-à-dire chaque microservice, on a besoin de démarrer en plusieurs instances sous forme d'un cluster. Et du moment que vous avez chaque microservice dispose de sa propre base de données, donc nous allons, là, il y a un challenge qu'il faut régler, c'est qu'en fait, les bases de données, en fait, de toutes les instances doivent être synchronisées. Bon. Alors forcément, il faudrait penser à la synchronisation des bases de données de l'ensemble des instances pour garantir que chaque information ajoutée dans sa base de données du microservice, on va garantir que cette information va être également ajoutée dans l'autre base de données. Donc ça, c'est pour faire ça. Donc il y a quelque chose qui va vous forcer à introduire. Donc vous allez penser à utiliser donc les brokers. Donc vous allez penser donc idéalement, si vous voulez vraiment régler le problème dans le bon sens, vous allez donc penser à utiliser donc vous allez penser à utiliser donc un broker comme RabbitMQ, Kafka, ActiveMQ. Donc ça, c'est des brokers qui permettent de mettre en place un bus d'événements
qui permet donc de faire communiquer les microservices d'une manière asynchrone. Et après, par la suite, avec c'est-à-dire ce système-là, on peut régler le problème de synchronisation entre les bases de données, mais en même temps, ça va nous donner d'autres atouts à l'application. Donc, si vous voulez aller dans le bon sens, forcément, la présence d'un broker dans votre architecture, elle est obligatoire. Donc, même si vous travaillez avec une communication REST, donc vous aurez besoin forcément d'inclure un broker dans votre architecture. Et si vous voulez aller dans le bon sens, c'est ce que vous allez faire. Mais si vous voulez faire marche arrière, alors ça c'est des choses qui arrivent parfois dans des architectures. Si vous voyez que finalement, vous ne voulez pas ajouter un broker et ça commence un peu à alourdir, en fait, c'est-à-dire pour vous, c'est des compétences en plus. Alors, parfois, les gens parfois font des marches arrière. Alors, s'il faut faire des marches arrière, c'est de dire tout simplement, je vais opter pour une architecture microservice avec ce qu'on appelle single database, c'est-à-dire on va utiliser une seule base de données pour l'ensemble des microservices. C'est une façon de revenir à une application monolithique distribuée. Alors, forcément, ce n'est pas la meilleure solution. C'est une solution qui peut marcher, mais vous ne tirez pas profit de toutes les capacités des architectures microservices. Parce que quand vous êtes dans une vraie architecture microservice, donc il faut aller vers chaque microservice à sa propre base de données. C'est comme ça que vous pouvez tirer profit des performances de l'ensemble, c'est-à-dire de cette architecture. Alors, donc, l'utilisation d'un single database, donc, pour moi, c'est un retour en arrière vers une architecture monolithique distribuée. Ça peut régler un problème, ça peut être une étape dans votre architecture. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent pas comme ça, mais au fil du temps, ils vont commencer à migrer vers une architecture complètement distribuée. Et si vous voulez distribuer, c'est-à-dire si vous voulez aller dans le bon sens, vous voulez vraiment relever le challenge, et bien, tout simplement, il faudrait aller vers une architecture pilotée par les événements, c'est-à-dire des architectures driven architecture. Et si vous voulez implémenter les architectures pilotées par les événements, alors vous pouvez commencer à chercher des patterns. Mais il se trouve qu'en fait, les deux patterns idéalement qui permettent d'implémenter cette architecture d'une manière, on va dire, très, très, très puissante. Donc, c'est les patterns CQRS Event Sourcing. Alors, ça, c'est les deux patterns, je les ai déjà présentés dans l'épisode passé. Je vais juste rappeler à quoi ça sert, ces deux patterns. Et comme ça, donc, on va rentrer dans le use case directement pour voir le côté implémentation. Alors, CQRS, c'est un Command Query Responsibility Segregation. Donc, ça, c'est un pattern qui permet de quoi? De séparer la partie lecture de la partie écriture d'une application. Donc, l'idée principale, c'est que dans une application, on va tout simplement dire on aura une base d'écriture, c'est-à-dire toutes les opérations d'insertion, de modification des données, on va les stocker dans une base de données séparée. Mais par contre, pour lire les opérations de consultation, c'est-à-dire quand on va consulter les données, on ne va pas utiliser la même base de données, on va utiliser ce qu'on appelle une base de lecture. Donc, c'est séparer la partie écriture de la partie lecture d'une application. Alors, ça va offrir beaucoup d'avantages, je vais en parler. Alors, et d'un côté, donc ça, c'est l'idée principale de CQRS. Donc, séparer la partie command et la partie query, la partie écriture et la partie lecture. Et après, donc, vous avez Event Sourcing qui va s'ajouter à ce pattern. C'est un pattern qui consiste à capturer l'ensemble des changements de l'état d'une application sous forme d'une séquence d'événements. C'est-à-dire, tous les événements, toutes les opérations de modification, d'ajout et de modification de données dans les microservices, dans l'application, ils vont être traduits par la publication d'événements. Et tous ces événements-là, ils vont finir par être stockés dans une base d'écriture, justement ce qu'on appelle le Event Store.
Donc, ce qui fait que finalement, quand on utilise CQRS Event Sourcing, c'est que la base d'écriture, c'est l'Event Store. C'est là où on va stocker tous les événements qui consistent à modifier l'état de l'application. Et donc, après, par la suite, donc, on va tirer également profit de cela. Donc, je vous montre un peu l'architecture, comment ça marche. Alors, si vous utilisez donc conjointement donc, ces deux patterns, alors généralement, dans un microservice, donc vous avez deux parties. Donc, il y a la partie écriture et la partie lecture. Alors, dans la partie écriture, généralement, vous avez donc la partie écriture. Donc, d'ailleurs, on va voir, ça, c'est un microservice. Et même le microservice lui-même, on peut le découper en deux. Une partie pour l'écriture et la partie lecture. Donc, vous allez voir quels sont les avantages qu'on va tirer de cela. Donc, dans la partie commande, ou bien la partie écriture, donc généralement, la partie reçoit ce qu'on appelle des commandes. Alors, en fait, c'est quoi une commande? Une commande, c'est une intention externe, c'est une sollicitation externe qui est une intention de modifier l'état de l'application. Donc, c'est-à-dire, c'est une opération souvent de type insert, update, delete, c'est-à-dire, on va modifier quelque chose dans l'application. Donc, c'est ce qu'on appelle une commande. Alors, généralement, il y a un contrôleur qui va recevoir ces requêtes à partir de la partie UI. Alors, cette commande-là, il va être publiée dans ce qu'on appelle un bus de commande bus. Et cette commande-là, une fois qu'elle est publiée, ben, tout simplement, il va être traité donc, par des command handlers, c'est-à-dire des écouteurs de commandes. Alors, chaque commande qui est dispatchée, ben, il va être traité par un command handler qui va exécuter la logique métier. C'est-à-dire, suite à une commande, on va exécuter une logique métier. Donc, cette logique métier, généralement, pour l'exécuter, vous avez besoin d'utiliser ce qu'on appelle l'agrégat. En fait, l'agrégat, ça représente le domaine. Bon, c'est un objet qui va vous permettre donc c'est-à-dire d'avoir toutes les données du domaine nécessaires pour exécuter la logique métier. Donc, généralement, quand on a besoin d'exécuter une logique métier, on a besoin de connaître l'état de l'application sur lequel cette logique métier va s'exécuter. Et bien, tout simplement, l'agrégat, justement, c'est l'unité sur lequel va s'exécuter, donc c'est-à-dire c'est le domaine de l'application dans laquelle on va retrouver toutes les données nécessaires pour exécuter cette logique métier. Alors, généralement, l'agrégat, c'est-à-dire l'agrégat, il est restitué, donc soit à partir de l'event store, c'est-à-dire il peut être, c'est-à-dire à partir de l'event store, on peut restituer donc les données de l'agrégat, ou bien on peut récupérer l'agrégat, c'est-à-dire les données à partir d'une base de données persistante, c'est-à-dire l'état de l'agrégat donc peut être persisté dans une base de données souvent qui permet de donner l'état de l'application. Alors, donc, l'idée de l'agrégat, c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est l'agrégat, il vous donne l'état actuel de l'application. C'est un objet qui représente le domaine et qui vous donne l'état actuel de l'application. Alors, il dit que, donc, par exemple, si vous exécutez des opérations sur un compte bancaire, ben, l'agrégat, c'est un compte bancaire dans lequel on va trouver le solde actuel, l'état du compte, on va trouver toutes les informations nécessaires pour exécuter donc, la logique métier. Alors, généralement, une fois que le command handler va exécuter les commandes, et bien, tout simplement, il fait appel à un event store repository. Et bien, tout simplement, ce event handler, il va, suite à l'exécution de la logique métier, on va émettre des événements. Donc, il y a un ensemble d'événements qui vont être émis. Donc, chaque changement de l'état, généralement, chaque opération, par exemple, d'ajout ou bien de suppression ou bien de modification, va se traduire par la génération d'un événement. Et ces événements-là, tout simplement, ils vont être sauvegardés dans une base, ce qu'on appelle l'Event Store. Donc, l'Event Store, donc, ça représente pour nous, c'est la base d'écriture. Toutes les données de toute l'application, si vous voulez, tous les microservices de votre application, ils vont écrire sur un unique Event Store. Donc, mais tout ça à travers un bus d'événements d'une manière asynchrone. Et donc, ici, donc, on va stocker ces événements. Ben, une fois qu'ils sont, ces événements sont stockés, maintenant, il va falloir diffuser ces événements
à la partie lecture et aux autres microservices. Alors, par exemple, quand j'ajoute, par exemple, un client, ben, c'est tout simplement, c'est un événement. Mais après, donc, les autres microservices et la partie lecture du microservice ont besoin de savoir qu'il y a tel événement s'est produit. Et comme ça, ils vont projeter les données de l'événement dans leur propre domaine, dans leur propre data model. Alors, c'est ce qui va se passer. Alors, d'abord, donc, à partir de Event Store, généralement, comme je disais tout à l'heure, un agrégat se vend quand vous voulez effectuer une opération c'est-à-dire pour restituer l'agrégat à partir de la base de données. On peut le restituer l'agrégat à partir de l'Event Store. Alors, dans ce cas-là, on crée ce qu'on appelle des Event Sourcing Handlers. Alors, Event Sourcing Handler, c'est quoi? C'est des écouteurs d'événements qui vont permettre une fois que vous voulez charger un agrégat, et bien, tout simplement, tous les événements de cet agrégat, il va les charger à partir du Event Store. Et après, comme ils vont être traités dans le Event Handler, ça permet de reconstituer l'état actuel de l'application. Alors, tout ça, bien sûr, on va essayer d'en parler dans la pratique. Alors, ça, c'est en fait la partie écriture. Alors maintenant, ici, votre partie, c'est-à-dire commande, donc il peut fonctionner donc indépendamment des autres parties. Mais ce qui se trouve que maintenant, il va falloir ce qu'on appelle jouer les effets de bord. Donc, c'est-à-dire, tout simplement les événements qui sont stockés dans le Event Store. Maintenant, il faut les diffuser vers les autres parties de l'application. Donc, tout simplement, on va les publier dans un event bus, dans un bus d'événements. C'est là où vous aurez besoin d'un broker qui va vous permettre de publier les événements sur un topic ou bien sur une file d'attente qui va faire que tous ces événements qui vont être publiés, ils vont être reçus par les autres applications, y compris la partie lecture. Donc, c'est quoi la partie lecture? Tout simplement, la partie lecture de l'application, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, on va créer des event handlers, c'est-à-dire des écouteurs des événements. Donc, dès qu'il y a un événement qui se produit, on va le récupérer et après, on va utiliser son propre repository pour sauvegarder, pour projeter les données de ces événements dans une base de lecture. Donc, c'est-à-dire que la partie lecture va utiliser maintenant une vraie base de données. Et dans ce cas-là, on a le choix de choisir le modèle qui convient. Donc, ça peut être une base de données relationnelle selon c'est-à-dire le besoin. Alors, parfois, quand on est dans des applications, par exemple, on a besoin de faire, par exemple, l'optimisation des parcours. Alors, peut-être, au lieu d'utiliser une base de données relationnelle, on va utiliser une base de données orientée graph, comme par exemple Neo4j. Parfois, c'est plus pratique d'utiliser une base de données, par exemple Elasticsearch, par exemple, parce qu'on a besoin donc de faire une recherche, un moteur de recherche. Parfois, on a besoin d'utiliser une base de données orientée documents, comme par exemple la Cassandra ou MongoDB, etc. Donc, c'est ce qui fait chaque microservice peut choisir son propre modèle de données en fonction de son domaine d'application, en fonction de son besoin. Alors, juste, est-ce que tout va bien? A priori, oui, tout va bien. Alors, vous me confirmez bien donc sur le live, parce qu'en fait, j'ai sur Zoom, donc je pense que tout va bien. Donc, sur le live, donc si vous m'écrivez OK, ça serait bien, que tout va bien sur YouTube. Alors, c'est parfait. Alors, donc, voilà, donc les event handlers donc, vont récupérer donc, ces événements et après, ils vont projeter les données de ces événements dans la base de lecture. Alors, ça peut être une base de données relationnelle. Ben, et du coup, donc, chaque information qui s'ajoute là se forme d'un événement. Et bien, tout simplement, cet événement, il va être projeté dans une autre base de lecture. Donc, ce qui fait que maintenant, la partie lecture de l'application, ben, ça peut être complètement indépendante. Donc, il y a un contrôleur, query controller, qui va recevoir les requêtes. Parfait.
Et donc, quand le query controller reçoit les requêtes, ben, tout simplement, il va émettre un query sur ce qu'on appelle un query bus. Donc, c'est un bus de requêtes. Et ce query bus, donc, cette requête va être traitée par ce qu'on appelle des query handlers, donc des écouteurs de requêtes. Dès qu'il y a une requête de type select, parce qu'en fait, les queries, c'est des opérations de lecture, donc c'est des opérations de consultation. Alors, comme c'est des opérations de consultation, donc on va voir donc ici un query handler qui va récupérer cette requête. Il va utiliser donc le repository pour récupérer les données à partir de la base de données et de les retourner vers le client. Donc, ce qui fait que ici, chaque opération d'écriture, ça va se passer ici. C'est là où on écrit les données, toutes les données du système. Chaque modification de l'état du système va se traduire sous forme d'un événement qui va être enregistré dans Event Store. Et ça, c'est énorme, c'est très important. Ça va donner des possibilités très intéressantes pour l'application. Et en même temps, pour la partie lecture, généralement, on a besoin de garder le dernier état de l'application. C'est-à-dire, on a besoin de consulter l'état final de l'application. Et l'état final de l'application, finalement, on peut le trouver dans une base de données qui est ce qu'on appelle Query Data Store, dans lequel, qui est adapté, bien sûr, à l'application, qui permet de consulter les données. Alors, ce qui fait que ici, donc, mais par contre, Event Store, vous avez l'historique. Vous avez pratiquement l'historique de toutes les modifications qui se sont passées dans votre application depuis sa création. Illico, donc, vous allez avoir beaucoup d'avantages à tirer dessus. Alors, quels sont les avantages qu'on peut tirer dessus? Donc, vous voyez, donc, ça, c'est l'architecture. Très bien. Alors, ça, c'est l'architecture. Alors maintenant, donc les avantages. Bon, les avantages sont énormes. Donc, comme je disais, donc je voulais pas rentrer dans les détails parce que ça, je l'ai déjà présenté avant. Les avantages, d'abord, c'est les performances. Donc, c'est-à-dire si on opte pour une architecture pilotée par les événements, Event-Driven Architecture, si on opte pour ce genre d'architecture, c'est pour les performances. C'est parce que ça améliore énormément les performances de l'application par rapport aux architectures distribuées classiques qui communiquent d'une manière synchrone, comme par exemple avec REST. Deuxième avantage, c'est la scalabilité indépendamment des parties lecture et écriture. Donc, vous voyez donc la partie écriture. La partie écriture, c'est une partie indépendante de la partie lecture. Généralement, l'expérience a montré que dans une application, 90% des opérations dans les applications, c'est des opérations de consultation, c'est des opérations de lecture. Alors que uniquement 10% des opérations sont des opérations d'écriture. Alors maintenant, si vous arrivez à séparer les deux parties, ça veut dire quand vous avez un problème de montée en charge, tout simplement, la scalabilité de la partie lecture et de la partie écriture peuvent être traitées indépendamment. Par exemple, pour la partie écriture, j'ai besoin de démarrer 2 instances ou bien 3 instances. Et la partie lecture qui est très sollicitée, je peux démarrer par exemple 5 instances ou 10 selon bien sûr la charge. Donc ça, c'est un avantage qui est très important. Alors que, donc c'est ça l'un des avantages de CQRS. Donc c'est que on peut scaler la partie lecture indépendamment de la partie écriture. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Deuxième, un autre avantage qui est important, c'est éliminer les interactions entre les microservices. Alors, si vous travaillez avec ce modèle piloté par les événements, tout simplement, on ne va plus avoir ce mécanisme-là que vous voyez ici, ces interactions entre les microservices. On n'aura plus besoin, un microservice au moment de l'exécution n'a plus besoin d'envoyer une requête vers un autre microservice. Donc, on va carrément éliminer les interactions entre les microservices. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un microservice, toutes les données dont il a besoin, généralement, ils sont dans sa propre base de lecture. Ils sont dans sa propre base de données. Et donc, ici, donc, on va gagner beaucoup en termes de performance. Autre chose, c'est qu'un microservice, quand il fonctionne, même s'il y a d'autres microservices qui sont tombés en panne, qui ne marchent pas, ça ne va pas empêcher le microservice de fonctionner indépendamment des autres. Et ça, c'est énorme. Donc, ça, c'est dans les architectures de haute performance. Ça, c'est un point qui est très important également.
Alors, d'autres avantages, donc, je disais, donc, c'est éliminer les interactions entre les microservices, la reprise de données. Alors, généralement, du moment que vous avez un event store dans lequel on va stocker toute la séquence des événements qui se produisent dans l'application, qui consiste à modifier l'état de l'application. Donc, ça veut dire que une application, un microservice, même s'il perd les données, c'est très simple, il suffit de rejouer les événements. On va rejouer les événements de l'Event Store et ça va permettre à la partie lecture de reconstituer les données, c'est-à-dire ce qu'on appelle la reprise des données. Donc, c'est-à-dire un Event Store, c'est quelque chose, c'est une mine d'or. Tout simplement, à partir de Event Store, à n'importe quel moment donné, je peux reconstituer les données d'une application. Et autre chose, je peux par exemple, à un moment donné, j'ai une application qui utilise une base de données relationnelle et pour une raison ou une autre, je vois que par exemple, j'ai besoin de basculer vers Elasticsearch, par exemple, parce que j'ai besoin de faire un moteur de recherche. Ben, c'est très simple. Donc, en rejouant les événements, vous pouvez changer le data model, c'est-à-dire on peut reconstituer les données, mais dans un autre modèle de données qui est différent. C'est un avantage également important. Alors, autre chose, c'est qu'avec ce principe-là de event sourcing, donc plusieurs projections avec des modèles de données différents, c'est-à-dire chaque microservice, euh, tous les microservices peuvent recevoir les événements qui se sont produits dans l'application, et chaque microservice, quand il reçoit un événement, il prend les données, il va les projeter dans une base de données selon le modèle qui lui convient. C'est-à-dire, on va se retrouver dans des situations où vous avez un microservice qui utilise, par exemple, une base de données relationnelle et un autre microservice qui utilise une base de données orientée document ou une base de données orientée graphe, etc. Ben, donc, pourquoi? Parce que dans un domaine, quand vous faites les microservices, donc vous faites ce qu'on appelle du DDD, Domain Driven Design, et du coup, donc, vous découpez votre projet en plusieurs domaines. Et après, donc, chaque domaine, ben, généralement, parfois, pour chaque domaine, on a envie d'utiliser un modèle qui s'adapte au domaine. Ben, et du coup, donc, ça, c'est un avantage important. Alors, après, par la suite, à partir de Event Store, on peut tirer plein de profits. Une base d'audit, donc c'est-à-dire si vous voulez créer une base d'audit, par exemple, c'est quasiment gratuit. Donc, un simple microservice qui rejoue les événements et on reconstitue donc la base d'audit. Vous voulez analyser les bugs, etc. Donc, c'est très simple. Rejouer les événements, ça permet donc de revenir sur tout l'historique de l'application, c'est tout ce qui s'est déroulé au sein de l'application, ben, etc., etc. Donc, il y a plein d'avantages. Alors, vous voyez donc, les avantages ne manquent pas. Et l'architecture, donc, cette architecture-là, elle est vraiment très séduisante, très intéressante et à implémenter dans les systèmes de haute performance, notamment dans lesquels vous avez un problème de montée en charge. Mais il y a des challenges. Donc, il y a des challenges qu'il faudrait relever, notamment techniques. La solution, il faut utiliser les bons frameworks, utiliser les bonnes technologies, généralement avec une maîtrise souvent qui demande de la montée en compétences. Avec ça, donc, généralement, vous arriverez à implémenter donc, c'est-à-dire ces solutions d'une manière très correcte. Alors, donc, on peut dire que l'architecture peut ressembler à ça. Donc, on cherche souvent à créer une architecture microservice. Vous avez la partie UI. Souvent, bah, ça, c'est Spring Cloud. Donc, on va retrouver toujours donc, la gateway, parce que toutes les requêtes vont passer via la gateway. Et après, chaque microservice, vous voyez, donc, un microservice, on va le découper, soi-disant, en deux parties. Bah, il y a la partie écriture, la partie commande, qui a sa propre base de données, qui peut avoir sa propre base de données, en fait, pour les prises de décision, parce qu'après, on va voir, même la partie commande, parfois, d'une base de données pour sa logique métier, quoique, bien sûr, il y a l'Event Store qui va être utilisé. Et après, il y a la partie lecture, la partie query, qui a sa propre base de données. Ben, et du coup, donc, chaque requête qui arrive, il va vers le microservice. Ben, la partie commande, toutes les opérations d'écriture, c'est-à-dire tout ce qui est insert, update, delete, il passe via le microservice, la partie commande. Et après la partie commande, il va émettre les événements sur l'event bus.
qui va consister à stocker les données dans l'Event Store. Et après, ces événements, ils vont être écoutés par la partie lecture. Si ces événements vont arriver là, et bien, ils vont être projetés dans la base de lecture, ainsi de suite. Donc, le microservice, la même chose. Bon, après, maintenant, en termes d'architecture, vous pouvez carrément découper un microservice en deux parties, en deux microservices indépendants, ou bien vous pouvez créer un microservice, mais avec deux profils, un profil lecture et un profil écriture, ce qui fait que c'est le même microservice, vous pouvez le démarrer avec deux profils différents, un profil query et un profil commande. Alors, dans la démonstration que je vous propose ici, donc il s'agit carrément d'une séparation, c'est-à-dire carrément c'est deux microservices séparés, et ça va vous donner plus d'idées. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du use case sur lequel on va essayer donc de travailler. Alors, donc pour l'exemple d'application sur lequel nous allons travailler et que je vais partager avec vous, donc, soit au niveau du code source, une partie, je vais vous montrer comment on l'a développé en live même aujourd'hui. Alors, l'exemple, c'est quoi? C'est un système réactif d'automatisation du processus de contravention routière lié aux excès de vitesse détectés par les radars automatiques. Bon, ça, c'est un problème que vous connaissez bien. Vous conduisez votre voiture, vous passez dans des routes et après, il y a des radars automatiques. Bien, une fois qu'il y a un dépassement de vitesse, il y a le radar. Bon, il y a des radars automatiques qui vont être, si vous voulez, c'est des capteurs qui vont détecter les dépassements de vitesse. Après, par la suite, chaque dépassement de vitesse, ben nous, on va créer un microservice qu'on va appeler radar manager command. Donc, si vous voulez, c'est le microservice qui permet de gérer, soi-disant, les radars. Alors, dans notre exemple ici, donc, dans le simulateur, parce qu'en fait, pour nous, donc, le radar, en fait, on va le simuler avec une application qui va générer, soi-disant, des dépassements de vitesse. Et pour chaque dépassement de vitesse, ben, on va utiliser une communication, idéalement, c'est gRPC. Ça peut être REST. Je pense dans l'exemple que je vais vous laisser sur GitHub, donc j'ai utilisé REST, donc j'ai pas implémenté gRPC, mais idéalement, donc on peut utiliser donc gRPC. Donc ici, chaque excès de vitesse va être traduit sous forme d'une requête qui va vers c'est-à-dire vers ce microservice. Alors, ce microservice, donc, c'est la partie commande. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reçoit donc plein c'est-à-dire de requêtes qui va traduire sous forme de commandes. Et ces commandes vont être traitées. Et après, ces commandes vont générer des événements. Et ces événements vont être publiés dans l'event bus qui seront stockés dans l'event store. C'est-à-dire, dans un premier temps, on aura en fait juste à voir un peu ce mécanisme-là. Et après, on va consulter l'event store, on va regarder un peu ce qui se passe, etc. Alors après, donc ça, c'est la partie commande. Alors maintenant, pour la partie lecture, parce que j'ai besoin de faire un système réactif, donc la partie lecture du radar, donc qui va écouter les événements, ben, tous les événements, donc ici, le dépassement de vitesse, on va les recevoir et après, on va les projeter, on va les visualiser dans une base de données, mais en même temps, on va les voir dans la partie UI. Alors, dans l'exemple, je vais utiliser donc Angular, c'est le framework avec donc en utilisant NGRX. NGRX, donc c'est en fait pour faire le state management. Donc la même chose, c'est très important, même dans la partie UI, on va retrouver des patterns qui ressemblent encore à ces patterns event sourcing. Donc même dans la partie UI, donc on va prendre les mêmes pratiques à peu près. Donc ça va renforcer un petit peu, je pense, vos compétences aussi à ce niveau-là. Et donc, ce qui fait qu'ici, on peut voir en temps réel ce qui se passe. Donc, on peut voir, par exemple, les dépassements de vitesse. S'il y a un radar qui s'ajoute, s'il y a un radar qui tombe en panne, on peut le voir en temps réel. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, ici, on va essayer de voir un système réactif, c'est-à-dire l'interface, il visualise un peu ce qui se passe dans le système. Et après, la même chose, la partie commande, il y aura une partie UI. Après, par la suite, donc, ces événements-là, ils sont dans le Event Store.
mais après, on ne va pas les garder comme ça. Il y a un autre service, notamment le service d'immatriculation des véhicules, parce que quand vous avez, en fait, le radar, quand il va flasher un véhicule, ben, il va détecter le numéro de matricule du véhicule et il va envoyer le numéro de matricule, il va envoyer la vitesse, c'est-à-dire du véhicule. Et avec ces informations-là, après, on a besoin de rédiger des contraventions. Alors pour cela, donc, à un moment donné, nous aurons besoin de savoir pour ce véhicule-là, quel est le propriétaire. Alors finalement, qu'est-ce qui va gérer les propriétaires et les véhicules? Ben, c'est ce microservice, Radar Registration Service, c'est-à-dire plutôt Vehicle Registration Service, commande. Donc c'est le service d'immatriculation, c'est-à-dire pour nous, ça peut être par exemple le service des mines parce que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est toute la flotte des véhicules. Donc, ils sont enregistrés. Donc, ça, c'est un domaine indépendant. C'est une application complètement différente dans laquelle on va gérer donc des véhicules, on va gérer des propriétaires. Et après, un véhicule peut avoir un propriétaire à une date donnée, mais après, il peut changer de propriétaire. Donc, ça veut dire que ça, c'est un domaine à part. Donc, ce qui fait que la même chose ici. Donc, il y aura un service, une application qui va permettre d'ajouter des véhicules, d'affecter des véhicules à des propriétaires. Et la même chose, donc, tous ces événements qui vont se produire là, ils vont être traduits sous forme d'événements qui vont être écoutés par d'autres microservices. Alors, d'abord, il y a la partie query, parce qu'en fait, toujours la partie query, il écoute les services de la partie commande. Ça, c'est une chose dans le même microservice, si vous voulez. Donc, ce qui permet donc de la même chose, d'avoir une base dans laquelle on peut consulter les véhicules, rechercher les véhicules, etc., etc. Et après, il y a le service de contravention. Donc, le service de contravention, donc, il va écouter les événements. Donc, chaque dépassement de vitesse qui est détecté par les radars, ben, tout simplement, il a besoin de déterminer en quelque sorte quel est le propriétaire de ce véhicule, ben, justement pour savoir le propriétaire du véhicule, parce qu'on ne connaît que le numéro de matricule, ben, ça veut dire qu'il a besoin d'écouter également ces événements de ce service-là, et après, il va les projeter dans sa propre base de données. Donc, ça veut dire que ce service contravention, il aura quelque part dans sa propre base de données synchronisé avec le reste, c'est-à-dire le véhicule et le propriétaire de chaque véhicule. Donc, ce qui fait que donc, s'il y a des commandes qui vont être émises là, ce qui va se traduire par la génération d'un événement de type contravention. Et ces contraventions, bien sûr, on a besoin de les récupérer. Donc, ces événements, il y a la partie lecture également qu'on va récupérer. Et après, la même chose avec sa partie UI, on peut visualiser donc ce qui se passe ici. Donc, ça, c'est un autre domaine dans lequel on peut voir, par exemple, à partir de là, par exemple, je peux consulter quelles sont les contraventions, dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont validés, est-ce qu'ils sont payés, etc., etc. Donc, tout ça, on peut le voir ici. Et après, le processus, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un autre service de notification. Alors, en fait, le service de notification, lui, il va écouter donc les contraventions. Alors, dès qu'il y a une contravention qui est émise, eh bien, tout simplement, il va tout simplement notifier le propriétaire du véhicule. Bon, vous imaginez que c'est comme si vous êtes dans votre voiture. Dès que vous dépassez, vous avez un excès de vitesse et en temps réel, vous allez recevoir un SMS ou bien un email ou un message qui vous indique que, voilà, donc vous avez une contravention qui a été rédigée suite à un dépassement de vitesse par tel radar. Voilà les positions où se trouve le radar et vous avez toutes les preuves. Voilà le montant de la contravention à payer, etc. Donc voilà. Alors moi, en fait, j'ai un peu fouillé un petit peu c'est-à-dire les applications que j'ai faites dernièrement. Bon, c'est-à-dire en essayant d'appliquer donc ces deux patterns Secure 7 Sourcing avec notamment avec Accent Framework. Donc j'ai avec en tout cas mes étudiants donc nous avons travaillé sur un projet de blockchain. Donc ça c'est une autre application et en fait dans l'épreuve, enfin c'est l'examen en fait l'épreuve de fin de module. Donc j'ai donné donc cette thématique. Et donc, exactement pour faire une application qui presque c'est là. Et ben, il se trouve que maintenant, bon,
c'est l'occasion donc en fait, de montrer comment résoudre ce problème. Et du coup, donc, ça va être aussi un partage avec tout le monde. Et je trouve que même c'est un cas intéressant parce que techniquement parlant, il va en fait, il va permettre un domaine là où vous pouvez exercer toutes c'est-à-dire toutes les compétences et tous les challenges de l'architecture, even-driven architecture. Essayez de voir. Alors, donc, ici, donc, la partie event, aussi notification, il y aura la partie lecture, donc, avec sa partie URL. Voilà. Donc, c'est un très joli schéma qui représente un peu l'architecture. Bon, après, donc, je vais vous montrer directement dans le live. Donc, voilà, on va voir une interface qui ressemble à ça. Donc, il y a la partie radar dans laquelle on peut voir donc, les différents radars avec longitude, latitude, l'altitude, la vitesse, c'est-à-dire maximale, c'est-à-dire à ne pas dépasser, la route. Et après, on peut voir l'état du radar en temps réel, est-ce qu'il est activé, est-ce qu'il est off, est-ce que. Et en même temps, ici, donc, à chaque fois qu'on va sélectionner un radar, à chaque fois qu'on va sélectionner un radar, on peut voir en temps réel ici quels sont les dépassements de vitesse. Donc, à chaque fois qu'il y a un dépassement de vitesse, tout simplement, on peut le visualiser ici. Donc, je vois ici la vitesse de passage d'un véhicule et je peux avoir ici, donc, en fait, c'est-à-dire les dépassements de vitesse. On peut les afficher dans cette liste. Et en même temps, on peut tester ça avec des requêtes, par exemple, POST. Par exemple, je peux simuler avec un POST pour simuler par exemple, ici, là, par exemple, voilà, overspeed, c'est un dépassement de vitesse. Donc, une fois que j'envoie la requête, je peux le voir directement ici en temps réel, sans avoir besoin de rafraîchir, parce que ça, c'est un système qui est réactif. Donc, ça, c'est un élément important. Mais la même chose, il y a des commandes qu'on peut, par exemple, activer, désactiver un radar. Donc, ça, à chaque fois que par exemple, ici, je mets un radar en off, donc, et on peut le voir directement ici. Alors, quoi d'autre? Donc, et après, donc, la même chose, donc, après, la même chose pour les véhicules, etc. Donc, je peux directement montrer la démonstration. Alors, ça, c'est Alors, je montre la démo et après, bon, après globalement le code source. Je montre la partie conception et après, je vais montrer donc la partie implémentation dans la première partie. Donc, c'est-à-dire, on va partir de from scratch. Je vais vous montrer comment construire le projet à zéro. Quelles sont les dépendances qu'il faut ajouter, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut respecter, parce que c'est ça l'objectif de ce webinaire. Et après, on y va. Donc, on va peut-être arriver à développer la partie donc, radar, celle que je viens de vous présenter. Et après, par la suite, les autres qui restent, les parties qui restent, donc, soit que vous consultez le code source, c'est-à-dire de l'application, soit tout simplement, vous attendez que j'enregistre un peu la suite et j'aurai le plaisir aussi de partager la suite avec vous. Alors, en fait, l'exemple ici, donc, je suppose, là, j'ai démarré donc Accent Server ici. Donc, ça, c'est le. Après, donc, je vais revenir. Donc, ça, c'est si vous voulez, alors, pour utiliser, donc, il faut juste noter une chose, c'est que, en fait, Accent, dans Accent, il y a deux parties. Il y a Accent Framework, c'est le framework qui permet d'implémenter les deux patterns CQRS Event Sourcing dans une application basée sur Spring. Ça, c'est une chose. C'est un framework qui est open source, donc que vous pouvez utiliser. Il permet de faciliter énormément les choses. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup testé, vraiment. C'est un framework qui est très, très, très intéressant. Et après si vous voulez, la partie Event Bus. Alors, pour Event Bus, vous avez le choix. Alors, vous pouvez, par exemple, pour l'Event Store, vous pouvez utiliser une base de données, par exemple, MongoDB ou, par exemple, ou une base de données NoSQL. Ou bien une base de données, par exemple, Postgres. Donc, ça peut être, dans la configuration, ça peut se faire. Et pour l'Event Bus, pour publier des événements, vous pouvez utiliser un broker quelconque. Donc, vous pouvez utiliser un broker comme RabbitMQ ou Kafka. Donc, c'est-à-dire le framework il permet ça.
Mais en même temps, vous pouvez utiliser, si vous voulez faire les choses facilement, vous utilisez Accent Server. Donc, Accent Server, lui, donc, il vous permet en même temps d'avoir un Event Store et en même temps, il gère l'Event Store et en même temps, c'est un broker. Donc, c'est-à-dire, c'est un Event Bus. Bah, et du coup, donc, vous pouvez l'utiliser comme serveur à la place d'un broker comme RabbitMQ ou Kafka. Alors, sauf que dans Accent Server, il faut noter qu'il y a le serveur, il est open source, la même chose. Il y a Accent Server open source, mais il y a la version Enterprise. Alors, ça, c'est donc la version Enterprise en principe pour les projets qui ont besoin de support et bien sûr, c'est-à-dire des hautes performances avec plusieurs nœuds, avec un cluster, etc. Alors, souvent, donc, il faut voir avec à Axon IQ qui offre un petit peu, on va dire, un support pour le projet. Donc, ça veut dire que bon, c'est un écosystème qui est très bien. Il y a de l'open source, mais après, chacun peut utiliser donc l'architecture qu'il veut. L'essentiel, c'est que il faut maîtriser une façon d'implémenter donc ces architectures pilotées par les événements. Alors, donc, en fait, l'exemple que j'ai ici, alors j'ai l'application, elle est là. Alors, tout à l'heure, je vais vous présenter ça. Donc, il y a pas mal de services. Alors, je vais démarrer d'abord. Le premier qu'il faut démarrer, c'est Eureka Discovery. Bon, ça, c'est le service l'annuaire, parce qu'en fait, ça, comme je disais, alors si je reviens à l'architecture de tout à l'heure, c'est ça. Donc, je vais démarrer d'abord Eureka Discovery. Ensuite, je vais démarrer la gateway. Alors, elle est démarrée. Je démarre la gateway. Alors, ensuite, je vais démarrer les microservices. Donc, d'abord, le premier, c'est le premier radar. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie query. Et ensuite, il y a la partie commande. Radar, commande, service. Alors, bien sûr, si vous voulez démarrer tout ça d'un seul coup, avec Docker Compose, donc ça facilite. Mais ici, donc, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dans chaque élément. Donc, ça, c'est la partie commande. Je vais la démarrer. Alors, pour moi, chaque microservice est démarré dans un numéro de port. Bien sûr, je vais revenir tout à l'heure sur l'architecture de chaque microservice. Et après, donc, la partie UI. Bon, c'est la partie, la partie UI, c'est avec Angular. Je vais masquer. Alors, la partie Angular, donc, alors terminal, elle est là, dans le même projet. Je vais la démarrer, ngsurf. ngsurf. Je vais brancher. Non, pas encore. Alors, si vous démarrez, donc on peut voir déjà je suis en train de brancher la machine. Okay. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est le service Eureka Discovery, c'est sur 87.61. Alors, je vois déjà les microservices qui sont démarrés. Il y a Gateway.
Et également, je vois radar commande side et radar query side. Donc, c'est-à-dire, c'est de la partie écriture, de la partie lecture. Donc, tout ça, c'est bon. Alors, le serveur, par exemple, serveur, il est sur le port 80. Alors, ça, c'est Axon serveur. Vous pouvez voir déjà, en quelque sorte, vous voyez déjà, je vois ici, donc, parce que Axon serveur, lui, il gère le Event Store. Et je vois bien les microservices pour le moment qui utilisent. Alors, je vois les deux microservices qui sont, en fait, qui utilisent Axon. Ben, ils sont connectés. Et après, maintenant, je peux lancer la partie donc la partie UI. Bon, ça c'est juste la démo. Alors sur la partie UI, donc ici, donc je peux voir ici la liste des radars. Alors ici, il va falloir être sûr que tout marche bien. Alors sur le alors là, elle est arrêtée. Pourquoi? Alors je le démarre. La partie query. Radar query service. Alors, en principe, vous voyez ici, dans toutes les applications, dans un premier temps, j'utilise des bases de données H2, c'est-à-dire c'est des bases de données mémoire. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'arrête le microservice, je perds toutes les données. Et du coup, donc, à chaque fois que je démarre le service, il va rejouer les événements, il reconstruit les données. Donc, ce qui fait finalement, même si vous avez une base de données mémoire, votre service est tranquille. Alors, c'est exactement c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, donc, il a rejoué les événements, il a constitué ses données et on peut bien voir un peu ce qui va se passer par la suite sur l'application. Alors, ici, donc, je vais regarder la liste des radars. Vous voyez ici. Alors, je vois en fait ici, donc, pour le moment, voilà la liste des radars que nous avons. Et en même temps, on peut visualiser ici, donc, on peut visualiser un peu, c'est-à-dire les dépassements de vitesse, mais là, il va falloir que je fasse c'est-à-dire des opérations, des commandes. Alors, pour cela, donc, je vais utiliser en fait, il se trouve que la partie query utilise le port. Alors, je vais le voir rapidement. Alors, la partie commande service. Alors, la partie ça, c'est contravention. Alors, ça, c'est la partie contravention, core API, immatriculation et radar, c'est en bas. Voilà. Alors, radar service, dans lequel j'ai radar. Alors, ça, c'est le port. Alors, radar device, ça, c'est le device. C'est, si vous voulez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le simulateur du radar. Bon, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ici, donc, ça, c'est la partie commande. C'est sur le port 8080. Et la partie query, c'est sur le port 8083. Alors, je vais regarder un peu le port 8080. Alors, ici, donc, j'ai utilisé Swagger pour tous les services. C'est très intéressant. Bon, ça, c'est des pratiques que vous allez utiliser. Et là, je vois les différentes commandes que je peux faire. Par exemple, pour simuler un overspeed. Ici, par exemple, pour faire un try. Ici, donc, j'ai en fait, pour les radars, donc, je vais prendre ici, par exemple, ce radar-là. Je vais prendre son ID. Alors, ici, donc, ça, c'est la valeur du radar. Alors, ça, c'est des attributs, je n'ai pas besoin. Alors,
ici, Overspeed ID, on n'a pas besoin. J'ai pas besoin de… Alors, ça, c'est le matricule des véhicules. Alors, je suppose ici un matricule, n'importe quoi, comme ça. Tiré, par exemple, à 11. Alors, ici, donc, ça, après, on va déterminer ça. Vehicle speed, donc, si la valeur, par exemple, ici 100, il est passé à une vitesse de 100. Et après, tout le reste, c'est des informations concernant le radar. Normalement, il ne devrait pas apparaître ici. Voilà. Alors, ça, c'est des informations que je vais faire. Alors, ici, donc, je vais simuler, en fait, une opération de dépassement de vitesse. Et après, je peux voir ici, en principe, je vois ici déjà il y a un point. Alors, si je le fais une deuxième fois, avec une vitesse, par exemple, de 120, je vois ici, voilà, donc ici, donc, je vois un deuxième dépassement de vitesse. Alors, c'est plus pratique d'utiliser donc CURL. Alors, je vais prendre la commande et je peux directement rester ici. Alors, je ne sais pas si je suis là ou là. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Alors, je ferme celle-là. Alors, ici, donc, CMD. Voilà. Alors, je suis toujours en train de surveiller un peu ce radar. Alors, ce radar, c'est celui-là. Je pense que je n'ai pas utilisé le bon. Oui, ça doit être celui-là. J'ai utilisé deux interfaces, donc je suis un peu perdu comme ça. Alors, je vais copier cette commande CURL. Et là, je vois bien, donc ça, c'est le véhicule que je viens de faire. Ça, c'est le radar ID, c'est celui-là. Et c'est la vitesse ici. Alors, la vitesse, voilà, à la 120. Voilà, on y va. Alors, je vois déjà ici, donc je vais mettre encore une requête, par exemple 110. Je vais mettre une requête, par exemple 90, avec une vitesse 90. Après 150, etc. Alors, ici, donc 180. Alors, ici, donc, ça, c'est pour le cas de, c'est-à-dire ça, c'est manuel. Mais après, pour faire la simulation, j'ai ici donc le radar. Pour simuler le radar, j'ai dû créer donc cette application Radar Device. Donc, celui-là, ben, c'est une application simple Spring Boot dans laquelle on trouve en quelque sorte, alors ça, c'est Device, c'est celui-là, dans lequel je fais un timer. Bon, un timer, au bout de chaque seconde, ben, il envoie une requête vers la partie commande du radar pour simuler, soi-disant, des dépassements de vitesse. Ça, c'est intéressant parce que pour tester les performances de votre système, ben, il vous faut voir dans le cas où il y a beaucoup d'événements. Et ça, c'est vraiment c'est ce que j'ai fait pour tester en quelque sorte les performances donc, de ce système. Ben, je vais le démarrer. C'est une application. Ben, en principe, si vous démarrez cette application-là, chaque seconde, il y aura quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire il y a un radar qui va flasher et on peut commencer à regarder. Voilà. Donc, je ne touche pas l'interface et je vois ici au hasard, donc c'est juste des aléatoires. Ici, donc, je vois ce qui se passe. Je vois également ici les dépassements de vitesse. Mais au hasard, ça peut être ce radar, ça peut être l'autre. Si je veux changer, par exemple, ce qui se passe dans un autre radar, donc je peux changer et ça s'initialise à nouveau. Et à nouveau, donc, j'attends. Alors ça, c'est déjà, bon, c'est juste pour vous montrer donc l'aspect réactif du système. Donc, et surtout les performances, parce que vraiment, je l'ai laissé pendant 24 heures, 48 heures de produire des événements avec un event store qui est très plein. Ben, je reste toujours sur un niveau de performance qui est très intéressant, en tout cas. Bon, alors ici, donc, ça, c'est pour ça. Ben, la même chose ici, par exemple, on peut, par exemple, activer, mettre en off, par exemple,
un radar. Alors ici, donc, je reviens sur la partie Swagger. Alors, je peux également je peux créer un nouveau radar, etc. Je peux l'ajouter. Alors, ici, un radar, par exemple, ouais, try. Radar, par exemple, R7. Name, par exemple. Alors, ça, c'est radar ID. Bon, radar ID, donc, c'est généré automatiquement. Name, longitude, latitude, altitude, max speed, euh, la route nationale 1, par exemple, ou bien l'autoroute A1. Et le status, par défaut, c'est activé. Alors, ici, donc, j'ajoute, je regarde mon interface et je vois qu'elle est ajoutée. Alors, elle est ajoutée. Est-ce que l'opération a été... Non, 400. C'est bad request. Il y a quelque chose qui... Ah, donc, ça, c'est un cas qui nécessite d'avoir un radar ID, je pense. Bon, ça, c'est juste un test. Oui, c'est bien ça. Alors, ça passe, donc l'opération passe, donc je le vois. En principe il devrait s'ajouter directement ici, donc je vois déjà les choses qui s'ajoutent là. Et bref, donc il y a des tests qui sont intéressants à faire, comme par exemple changer l'état du radar. Par exemple, radar status. Alors, j'ai un radar, je vais prendre celui-là, il est dans l'état actif. Par exemple, celui-là, il est dans l'état off. So, ID. Et je vais le faire passer à l'état on. Ça, c'est l'état, il est dans l'état off, je le mets en état actif. Alors, je voyais donc qu'il est passé en état actif en temps réel. Pas de problème. Alors, je peux reprendre la commande et je l'exécute sur la commande CURL. Et ça peut être plus visible. Voilà. Alors, ici, donc, ça, c'est active. Je peux mettre encore off. Vous voyez, donc, il est passé en off, etc. Bon, active. Alors, ça, c'est un système réactif. Donc, tout ça, il ne faut pas oublier que ce que je suis fait là, je communique avec la partie commande. C'est-à-dire, c'est la partie commande qui insère l'événement. Et ce que je vois là, c'est la partie query. Tout ce que je vois dans la partie, c'est la base de lecture. Donc, ce qui fait que ce système de communication marche bien. Alors, ça, c'est pour la partie radar. Bon, après, par la suite, il y a la partie véhicule, ici. Alors, la partie véhicule, alors ici, donc, je l'ai appelé centre d'immatriculation. Alors, centre immatriculation query. Ça, c'est la partie commande. Je le démarre. Et je démarre la partie centre immatriculation commande. Alors, donc, ça, ils sont démarrés. Donc, au niveau de l'interface, alors, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc, j'ai un menu. Je recharge. Alors, ici, donc, c'est les véhicules. Bon, ça, c'est les radars, on a vu. Donc, les véhicules. Alors, la même chose ici, il y a un démarrage qui ne se fait pas. Alors, je vais regarder pourquoi. Alors, il est toujours en train de redémarrer. C'est normal. Vous voyez donc que c'est parce que mon event store, il est plein à craquer d'événements. Parce qu'il y a beaucoup d'événements. Et du coup, donc, la machine, maintenant, il est un peu relativement surchargée. D'ailleurs, il est en train de chauffer. Et du coup, donc, il est en train de rejouer les événements.
Vous voyez donc ici, par exemple, contravention. Alors, contravention, created event. Alors ici, qu'est-ce que je viens de démarrer? En fait, je me suis trompé parce que j'ai démarré donc contravention. Ça, c'est query. Alors, je devrais démarrer donc le centre d'immatriculation. Immatriculation, voilà, elle est là. Immatriculation query. Tant mieux, donc je démarre aussi l'autre parce que j'en aurai besoin. Et immatriculation commande service. Donc, ça veut dire que je retrouve mon architecture. Voilà, je retrouve cette architecture-là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, j'ai tout démarré. Alors, j'ai démarré celui-là, donc ça, c'est le simulateur. J'ai le radar, j'ai la partie query, j'ai ma partie UI, j'ai tous ces services-là. Et vous voyez, donc chaque microservice, je le découpe en deux microservices. Donc, si tout démarre bien, alors je vais masquer commande. Alors, si tout est bien démarré, donc on peut voir, voilà, ici. Alors, pour les véhicules, en principe, j'ai déjà quelques véhicules si l'application est démarrée. Je pense qu'il est toujours en train de... Alors, immatriculation query. Oui, il est toujours en train de constituer la base de lecture. Voilà. Alors ici, donc, dans le centre, c'est comme si vous dites, ça c'est une autre application. C'est la partie donc centre d'immatriculation. Ben, je vois les véhicules et chaque véhicule, je peux voir les propriétaires. Par exemple, pour ce véhicule, donc je vois ici donc le propriétaire, le nom, l'adresse mail, etc. Un véhicule peut changer de propriétaire. Par exemple, ici j'ai un véhicule, ce véhicule-là, par exemple, on peut, alors le port, je vais encore utiliser Swagger. Alors le port c'est 80, 80, 91. Swagger UI, 80, 90. Je ne me rappelle plus. Ça c'est 80, 80. Alors pour la partie centre d'immatriculation, alors pour la partie commande, c'est 80, non, ça c'est immatriculation, oui, c'est 80, 81. Et pour la partie query, c'est 80, 82. Alors 80, 81, Swagger UI. Alors, vous voyez donc ici, ce que je peux faire dans la partie commande des véhicules, donc je peux ajouter un véhicule et je peux ajouter, c'est-à-dire je peux le mettre à jour. Par exemple, je vais faire update owner, c'est ce que je vais faire. Ici, par exemple, layout. Alors, vous avez par exemple un véhicule, le numéro d'enregistrement, c'est celui-là. Owner name. Alors, ici, donc, tout dépend. Si vous donnez un propriétaire qui existe déjà, donc il va le retrouver dans la base de données, il va l'affecter. Sinon, s'il s'agit d'un nouveau propriétaire, ici, donc, je mets un nouveau propriétaire, Hassan par exemple, sa carte d'identité nationale et son adresse mail. Son numéro de téléphone
Alors, c'est comme si vous dites, ça, c'est le service d'IMIM qui va, à un moment donné, saisir ces données. Et après, l'adresse, Casablanca. Alors, j'envoie donc cette requête. Je regarde ici. Alors, ici, pour le... c'est pas celle-là. Alors, est-ce que j'ai une autre? Alors, ça, c'est le... Oui, c'est ça. Alors, donc, ici, j'ai pas inclus la partie réactive. Donc, ici, on peut voir. Si je regarde le... Voilà. Donc, je vois bien que, par exemple, pour ce véhicule, voilà Hassan. Donc, c'est-à-dire, il a passé sous la propriété de Hassan. Voilà les informations. Il y a des choses que j'ai ratées, l'adresse, donc je ne l'ai pas ici. Donc, l'essentiel, c'est à peu près ça. Donc, je peux, la même chose qu'on peut tout à l'heure. Donc, on peut affecter, on peut modifier, etc. Alors, ça, c'est pour la partie, c'est la partie donc véhicule, centre d'immatriculation. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on ajoute, qu'on modifie la propriété, par exemple, d'un véhicule, ben, le centre de contravention, la même chose. Vous voyez donc ici, donc, je vois les contraventions. Alors ici, chaque dépassement de vitesse, parce que là, il va falloir que j'arrête, parce que sinon, il va falloir que j'arrête mon simulateur, parce que c'est lui qui me consomme un peu ici beaucoup de... Alors, je vais l'arrêter. Donc, c'est le radar device. C'est celui-là. Je vais l'arrêter. Parce qu'en fait, radar device, lui, donc chaque seconde, il va faire des dépassements de vitesse. Donc, ça fait beaucoup de données. Alors ici, donc, je vois, en fait, toutes mes données sont là. Donc, je vois les dépassements de vitesse. Et chaque contravention, donc, je vois par défaut, et en fait, l'état pending, c'est-à-dire en cours, parce qu'il n'a pas trouvé dans sa base de données le correspondant. C'est des choses qui arrivent dans mon cas. Et après, il y a des cas, par exemple ici, c'est une contravention qu'il a validée parce qu'il a bien trouvé la personne, le nom de la personne, etc. Et ça peut, ainsi de suite. Donc ici, donc, j'ai en fait plein de choses. Après, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, un utilisateur, il veut chercher, par exemple, je vais chercher cet utilisateur avec son CIN. Il va taper son CIN et après, il va regarder quelles sont les contraventions qu'il doit avoir. Vous voyez. Et c'est donc l'application va lui dire, tu as, voilà, cette date, tu as dépassé la vitesse, voilà le montant que tu dois payer, voilà le matricule, voilà le nom, voilà le matricule, la vitesse de passage, voilà. Donc ici, le radar, longitude, latitude, etc. Donc, c'est-à-dire la position du radar. Bon, bref, c'est-à-dire finalement, donc euh, voilà. Donc, on peut toujours ajouter, par exemple, simuler un dépassement de vitesse. Et après, par la suite, on peut le simuler. Par exemple, pour celui-là, je connais son matricule. Je prends son matricule et je vais faire un dépassement de vitesse. Donc, un dépassement de vitesse. Alors, dans un radar, je prends par exemple le radar R1 et je vais faire un dépassement de vitesse. J'ai déjà les commandes qui sont là. Alors, ça, c'est pour change status, overspeed. Overspeed, voilà. Alors, j'ai ici overspeed. C'est le radar, ça doit être c'est celui qui se termine par C, c'est-à-dire celui-là, le deuxième, tout à fait. J'ai une vitesse de 100, allez, on va mettre 180, 189. Alors, ça, c'est pour le matricule que j'ai. C'est celui-là, ce matricule. Donc, ce matricule-là, il est passé devant ce radar-là, avec une vitesse de 189. Donc, vous voyez, donc, ici, un dépassement de vitesse, il est marqué ici. Vous voyez, il est là.
Mais quand on regarde le service des contraventions, normalement, si mon système fonctionne bien, alors je vais chercher le T. Alors ici, je vais chercher. Et voilà. Donc ici, je cherche si, voilà, il est là. Donc vous voyez, donc en temps réel, il y a un dépassement de vitesse, il y a l'autre radar, il y a des événements, il a reçu, il a traduit ça, et après, il a déjà rédigé la contravention. Ici, donc, je vois le numéro de téléphone, le nom de la personne, je connais quel type de véhicule, etc., etc. Alors voilà, donc ça, je pense que c'est un cas d'utilisation qui est, on va dire, pour moi, il est très intéressant, en tout cas pour c'est quelqu'un qui veut expérimenter donc l'implémentation des architectures microservices pilotées basées sur les événements, notamment avec CQRS et Event Sourcing. Et donc, vous pouvez donc regarder donc le code source que je vais partager sur GitHub et que vous allez recevoir par email. En tout cas, pour ceux qui ont fait une souscription, vous allez le recevoir par mail. Et maintenant, pour le reste, donc je vais maintenant, on va rebooter, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, on va recommencer à zéro et on va dire, on va concevoir le système, on va le développer. Alors, sauf que je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'écrire tout ça, mais ça serait bien que je vous montre déjà le chemin. Comment construire l'architecture du projet et comment on va peut-être travailler c'est-à-dire du radar. Et après, pour le reste, dès que je termine l'enregistrement, donc je vais partager ça par la suite, ce format vidéo. Mais en attendant, vous pouvez toujours voir le code source. Alors, donc, avant de passer à la suite, donc, je vais marquer une petite pause de 15 minutes et j'en profite donc, pour répondre à une ou deux questions. Alors, je vais regarder. Alors, il faut que je regarde. Voilà. Alors, ici. Alors, donc, je regarde en même temps sur YouTube. Donc, s'il y a une question, vous pouvez l'écrire dans la zone chat. Et je vais regarder sur la partie Zoom. Et s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, je lui donne la possibilité de poser sa question. Juste en attendant. Mais là, pourquoi j'ai... Ah, donc je dois arrêter le partage. Alors, j'ai quelques questions donc, dans la zone chat. Je vais les lire. Donc, je vais juste prendre deux, trois, mais je laisserai le reste après. Donc, j'aurai l'occasion de répondre à tout. Alors, nous vous prions de bien vouloir patienter, etc. OK. Alors, Miloud. Il y a Miloud qui pose la question, comment consommer une API REST avec un flux de données énorme, disons donc 20 000, 200 000 enregistrements
exposés depuis un web service et les insérer à la fois dans une base de données. Alors, en fait, la question, c'est un peu... Ben, j'ai compris, en fait, vous avez un flux, consommé une API avec un flux de données, donc c'est-à-dire vous avez une API REST qui retourne beaucoup d'enregistrements. Alors déjà, bon, quand vous dites je vais consommer une API REST qui va vous retourner de 100 000 enregistrements, il y a problème. Généralement, quand une REST API ne devrait jamais retourner donc une grande quantité de données. Quand il y a beaucoup d'enregistrements, il faut utiliser le système de pagination. C'est-à-dire que chaque requête, l'utilisateur va demander en fait, par exemple, la première page, ensuite la deuxième, et il peut naviguer dans les différentes pages. Mais il ne faut jamais récupérer toutes les données et de les jeter vers le consommateur. Sinon, sur Google, quand vous tapez la recherche, il va vous retourner des millions d'enregistrements. Il va vous retourner que 10. Mais après, si vous demandez la suite, il vous donne la suite. C'est à peu près ça. OK. Alors. Alors, donc ça, c'est les questions que j'ai pour le moment ici. Bon, il y a une autre question. Il y a Mohamed sur YouTube qui pose comment on découpe nos microservices. Est-ce qu'on respecte les principes de Solid au moment de découpage de nos services? Alors, si j'ai bien compris, en fait, en fait, alors il y a déjà avant une cellule, bon, déjà comment découper? Bon, il faudrait dans l'architecture microservice, c'est une question très importante parce que le découpage en domaine, donc ça relève de domain-driven design, c'est-à-dire en principe, c'est une conception, il faut savoir où est-ce que vous allez mettre les frontières, c'est-à-dire comment vous allez découper les services. Alors parfois, il y a des problèmes, c'est très simple c'est-à-dire de faire ce découpage. Mais parfois, il y a des cas où ça nécessite vraiment une réflexion pour pouvoir dégager donc les différentes frontières entre les microservices. En même temps, il faut avoir une idée sur ce qu'on appelle le niveau de granularité. Est-ce que vous voulez aller vers jusqu'à des microservices qui sont plus petits, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un niveau de granularité qui est très faible, ou bien vous voulez rester dans un niveau de granularité qui est relativement moyen. Donc, il n'y a pas une règle générale, mais si vous regardez le cours sur DDD, Domain Driven Design, donc ça vous donne une idée généralement, comment on peut faire ce découpage de façon idéale. C'est-à-dire, mais après, bon, quand vous dites, par exemple, vous créez une application de e-commerce ou une application alors c'est clair, donc quand vous dites dans une application e-commerce, il y a des services qui se distinguent, donc le service de stock, le service de paiement, le service de client, le service de livraison, etc. Donc, globalement, en fait, il y a en fait quand même, c'est une bonne question. Il faut regarder un petit peu sur les techniques utilisées dans le domaine driven design. Donc, ça vous donne une idée. Mais avant lui, donc, il y a une question, peut-on utiliser cette architecture pour un site d'information? Alors, c'est une bonne question également. Alors, en fait, je ne suis pas en train de vous dire, voilà, donc, CQRS Event Sourcing, c'est-à-dire
dans n'importe quel problème, il faut l'utiliser. Non, non, c'est pas ça. Alors, et donc, généralement, parfois, il y a des applications dans lesquelles vous pouvez utiliser une simple architecture, même monolithique, même microservice, c'est pas nécessaire. Donc, mais si vous voulez, quand vous êtes dans une architecture microservice, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'architecture CQRS Event Sourcing. Vous pouvez utiliser une architecture classique qui répond bien aux besoins, plus simple. Mais si vous êtes dans des grandes applications, si vous êtes dans des applications, c'est-à-dire qui demandent un niveau de performance qui est très important, même quand vous dites le site d'information, c'est juste un site classique qui ne demande pas beaucoup de charges. Mais si vous dites un site dans lequel vous faites du commerce électronique comme Amazon, etc., dans lequel vous avez beaucoup de charges, un processus métier assez compliqué, ben écoutez, donc, dans ce genre de situation, ce genre d'architecture, c'est l'idéal. Donc, c'est qu'on va les appliquer idéalement dans des architectures relativement qui sont très grandes et qui nécessitent un niveau de performance élevé. Mais pour un ingénieur, en tout cas pour moi, quelqu'un qui fait un ingénieur logiciel, ben c'est-à-dire pour vraiment monter en compétence, c'est-à-dire, à mon avis, bon, la maîtrise déjà du stack technologique, de l'implémentation de ce genre d'architecture, c'est-à-dire, c'est comme si vous êtes pratiquement, on va dire, vacciné contre tous les problèmes du monde. C'est une façon de dire, une fois que vous arrivez à maîtriser vraiment, à implémenter un système distribué basé sur ces architectures, c'est que vraiment vous pouvez, c'est que vous êtes au top c'est-à-dire de la technologie. Et ben, du coup, donc, pour moi déjà, pour un ingénieur, bon, avec mes étudiants de filière d'ingénieur, donc cette année, donc j'ai introduit donc cette partie-là. Et j'estime que c'est quelque chose de très important parce que ça montre vraiment actuellement les grands systèmes, les applications de haute performance, comment ils sont construites. Et donc, pour moi, je pense que c'est une très bonne chose de s'investir sur cette architecture-là. Vous créez un POC, un exemple d'application, vous le testez. Et en même temps, si vous avez un use case qui nécessite l'utilisation de cette architecture, ben, moi, je le dis toujours, c'est l'idéal. C'est-à-dire, idéalement, la meilleure façon pour développer des applications, c'est utiliser donc CQRS et Event Sourcing. Mais ça nécessite une montée en compétences, une maîtrise. Donc, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on organise ces webinaires pour apporter plus d'explications. Comment sécuriser les communications entre les services? Alors, dans cet exemple, donc, je parle pas de la sécurité. Ça, c'est un volet. Il y aura forcément des webinaires dans lesquels on va voir comment sécuriser les microservices. Mais c'est très simple. Vous n'avez qu'à revenir dans ma chaîne, vous trouverez l'utilisation de O2. Donc, c'est souvent avec une architecture, par exemple, dans notre cas ici, Spring Sécurité, JSON Web Token, le protocole O2. Vous pouvez utiliser un serveur comme Keycloak donc, on peut facilement sécuriser l'architecture. Donc, c'est vraiment avec peu d'efforts. Si vous utilisez, par exemple, une architecture O2, c'est l'idéal. Donc, c'est plus simple de mettre en place un système d'authentification et sécuriser les microservices. Mais si tu veux, la réponse, c'est quoi? Il faut connaître JSON Web Token, il faut connaître le protocole O2, il faut connaître OpenID Connect. Bon, ça, c'est des protocoles qu'il faut connaître. Et après, il faut savoir les mettre en œuvre, les appliquer. Et pour les appliquer, donc, soit avec Spring Security, vous pouvez même faire votre propre développement. C'est très simple. Ou bien vous utilisez un outil auquel vous déléguez la sécurité. Par exemple, Keycloak. Keycloak, c'est un outil auquel on peut déléguer la sécurité de l'ensemble d'un système distribué avec peu d'efforts, vraiment très rapidement, on arrive à sécuriser facilement une architecture microservice. Comment sont gérées les relations entre les tables, vues, microservices, etc., etc. Alors, maintenant, ben justement, je pense qu'il va falloir que je passe à la suite, parce que dans cet exemple-là,
Alors, est-ce que vous arrivez toujours à voir le partage?